Bonjour Rocky. Bonjour Joël. Alors aujourd'hui, on va parler de votre papa, Monsieur Amadou Hampâté Bâ. Et en fait, je voudrais que vous me définissiez un petit peu qui est ce monsieur. Joël, je voudrais me réjouir de prendre part à ce 40e salon littéraire intitulé Raconte-moi Amadou Hampâté-Bâ. Remercier l'association Linger d'avoir bien voulu convoquer Amadou Hampâté-Bâ à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Vous me demandez de vous définir Amadou Hampâté-Bâ. Il est plus aisé de poser la question que de tenter d'y répondre. Mais on pourrait peut-être commencer déjà par le situer dans le temps, par exemple. Oui, parce que Amadou Hampâté-Bâ est un homme pluridisciplinaire, un esprit encyclopédique, à l'instar même de ce qu'était la culture africaine. Aussi, je donnerai la parole à Amadou Hampâté-Bâ lui-même, afin qu'il se raconte, parce que bien qu'étant issu de la tradition orale, il a laissé des notes, des écrits. Et en parcourant les manuscrits dans ces archives inédites, j'ai eu accès à une conférence où il se présentait. Et Il disait, en résumé peut-être. oui, il disait qui suis-je? Il dit au demeurant, il ne le sait pas. Et à chaque fois qu'il essaie de savoir qui il est toujours là en essayant de se chercher parce que toute sa vie, il n'a pas arrêté de se chercher. Il dit une chose est sûre, il est celui qui sait, qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Il dit donc qu'il demeure un élève éternel à l'écoute de tous ceux qui peuvent lui apporter quelque chose. Alors, ça semble être un monsieur assez humble, qui était toujours à la recherche de connaissances. J'imagine que c'est un petit peu comme ça qu'on le résume. Mais est-ce qu'il avait des thèmes? Et Amadou Hampâté-Bâ se définissait comme étant un conteur. Et les conteurs en Afrique traditionnelle ne peuvent pas être définis comme les conteurs de nos jours. Parce que le même conteur avait des connaissances dans tous les domaines. Il connaissait aussi bien l'astronomie, la géographie, l'histoire. Et comme d'entrée de jeu, on disait que la connaissance africaine est une connaissance globale. Donc Amadou Hampâté-Bâ fut un écrivain et son écriture porte le génie de la symbolique Peul. Il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit. Et il dit que lorsqu'il écrit, c'est de l'oralité couchée sur du papier. Il pense en Peul et il le traduit en français. Donc il a enrichi la langue française. Il a été aussi un philosophe. Donc, toute la problématique, les ambivalences qui traversent la vie de l'homme. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et donc, il a laissé des œuvres emblématiques à travers des contes et légendes, notamment une œuvre comme Djendo Dewal, mère de la calamité. Amadou Hampâté-Bâ aussi a fait office d'historien, parce qu'au niveau de l'UNESCO, il s'est battu pour la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire. Car, disait-il, l'écriture est une chose et la connaissance est une autre chose. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir. Et ce n'est pas parce qu'une chose est écrite qu'elle est plus vraie que celles qui sont restées à l'état oral. Et les évangiles même sont restés à l'état oral bien avant d'être transcrits. Donc, il a été aussi le grand défenseur des traditions orales africaines, ce qui l'a emmené justement au sein de l'UNESCO en 1966 de dire qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, parce qu'il se définissait comme étant issu du pays des savants illettrés. Ils avaient la connaissance, mais ils ne pouvaient pas l'écrire. Et à cet effet, il n'arrêtait pas de dire que grâce à la langue française, il ne doit pas sa formation traditionnelle à la langue française, mais il lui doit ce précieux outil qui lui permet de mettre noir sur blanc une connaissance qu'il n'avait qu'à l'état oral et qui était sujette à sa disparition avec sa propre mort. Donc, alors, j'ai envie de te demander, souvent en tant que créateur ou auteur, on a quand même toujours un petit peu son point de vue sur les choses. Lui, il essayait d'être plutôt comme un enregistreur qui voulait passer quelque chose à l'état pur
aux personnes qui allaient le lire après, ou qui allaient le regarder, ou qui allaient prendre cette connaissance, ou bien il avait quand même une petite touche personnelle dans ce qu'il écrivait? En fait, il faut dire que Amadou Hampâté-Bâ a le privilège de l'âge parce il est né en 1900, donc ce qui lui a valu l'appellation d'un des fils aînés du siècle. Donc il a vu l'Afrique dans son pays, il a vu le premier administrateur colonial s'installer, donc il a connu la période avant la colonisation, il a connu la période de la colonisation, il a eu la période des indépendances et l'Afrique dans la modernité. Et avant l'introduction de l'école occidentale, parce qu'il y avait une forme d'éducation qui existait en Afrique via les initiations, parce qu'à travers les contes initiatiques et tout ça, c'était un processus de formation et d'éducation. On avait aussi des intervenants, des apprenants, un contenu didactique. Donc il a été à cette école africaine. Il a eu la chance d'aller à l'école occidentale. Et donc il a recueilli pour nous tout ce qui pouvait l'être. Au départ, c'était un réflexe. Il a, dans sa démarche, il a recueilli, il a fait cette cueillette à la source. Mais Amadou Hampâté-Bâ lui-même est l'illustration même, l'incarnation vivante de cette tradition dont il est dépositaire. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a fait que traduire, mais par son geste même, il a emmené les Africains à se décomplexer de leur culture. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rupture dans la transmission des savoirs. Parce que les dépositaires qui étaient là avaient leurs connaissances et la chaîne de transmission se faisait de manière régulière. Mais du fait de la rupture avec l'introduction de l'école occidentale, ceux qui étaient produits de cette école-là considéraient les vieux comme dépassés. Et donc, ils n'allaient plus à la source, ou alors ils s'érigeaient en directeurs de conscience des autres. Et eux, ils préféraient mourir avec leurs connaissances que de se faire considérer de telle sorte-là. Parce que quand la colonisation est venue, par exemple, les personnes n'avaient plus le droit de parler leur langue. Et si tu parlais ta langue, tu étais affublé d'un signe. Et donc, les initiateurs qui étaient là, qui étaient des grands dépositaires de grands savoirs, notamment dans la pharmacopée, ils étaient poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Donc, l'initiation s'est réfugiée dans la brousse. Et ce qui est arrivé, c'est que les jeunes qui sont venus n'ont pas effectué une opération de réhabiliter ces valeurs-là. Ils ont fait plus que les colonisateurs eux-mêmes. Et Hampâté-Bâ n'a eu de cesse sa vie durant de dire qu'il importe que les jeunes Africains se réafricanisent sans xénophobie. Parce que pour lui, il s'agissait de se connaître soi-même, de se chercher en l'autre et de pouvoir l'aimer. Parce qu'on peut le considérer comme étant l'homme du dialogue des cultures. Et avec toutes ces connaissances, est-ce qu'à un certain moment donné, parce que je ne sais pas, est-ce que ces thèmes ont évolué avec le temps et jeune âge, est-ce qu'à un moment donné, il a voulu lui-même apporter un témoignage personnel, très personnel? Il n'a fait que ça, parce qu'il disait qu'il n'était pas contre le progrès. Et que les traditions, contrairement à ce que les gens pourraient penser, les traditions portent en elles-mêmes des germes de l'évolution. Par exemple, en Afrique, lorsqu'on veut bénir un mariage, on dit que Dieu vous donne des enfants qui feront mieux que vous. Donc, il y a cette dimension de dépassement qui est dans cette culture-là. Et il était pour le fait des partisans de ceux qui estimaient que la tradition devait elle-même élaguer les branches qui meurent. Il y a certaines choses parce qu'il faut vivre avec son temps. Il dit, et à chaque époque, ses outils. Et il faut parler aux gens selon leur entendement. Donc, il était pour le fait que les Africains vivent avec leur époque, utilisent des technologies, mais sachent que ce ne sont que des outils qui s'en servent pour mieux se définir, pour mieux s'approprier de leur culture. Parce qu'il a dit qu'un morceau de bois, et ça c'est le proverbe populaire, un morceau de bois a beau séjourner dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Donc, on est ce qu'on est, on peut s'ouvrir aux autres, mais avant cela, il faut qu'on soit enraciné dans nous-mêmes. Et il nous a montré que la tradition n'est pas l'antagonisme du modernisme.
parce que lui étant issu de cette école traditionnelle-là, et qui nous donne une révélation, par exemple le statut de la femme. Il nous explique que la femme jouissait d'un grand statut dans l'Afrique traditionnelle. Par exemple, la femme est considérée à l'instar d'une divinité. Et il disait que l'homme avait 9 ouvertures, qui sont les deux yeux, les 2 narines, la bouche, les 2 oreilles et les 2 exutoires naturels. Tandis que la femme mère en avait 11, avec les 2 ouvertures au niveau des seins. Et en Afrique, tu peux insulter le père d'une personne, mais tu insultes sa mère, c'est par coup de couteau, parce que la mère était vraiment vénérée, elle était vénérée, et il y avait même le conseil des femmes. Et ce conseil des femmes, toutes les décisions qui concernaient les femmes étaient prises par les femmes elles-mêmes. Elles avaient un grand rôle, et c'est ainsi que la sœur du roi Tchefolo lui a empêché de tuer El Hadj Omar lorsqu'il revenait de la Mecque. Donc les femmes avaient ce pouvoir-là. Donc avant de vite rejeter tout ou de vouloir prendre les modèles ailleurs, il convient de nous ressourcer et de savoir déjà, de nous instruire de notre passé, où on peut vraiment trouver des réponses aux défis qui nous assaillent aujourd'hui. Et donc Ampateba n'a pas fait que montrer ces valeurs-là, il les a appliquées. Nous, ces filles, par exemple, nous étions 6 filles de ma mère, mais toutes, il a voulu que nous allions à l'école. Il voulait que nous soyons instruites, et il y a beaucoup de mutilations et autres dont on n'a pas été l'objet. Donc, en même temps qu'il est traditionnaliste, mais il est en même temps moderne. Il dit la tradition doit elle-même élaguer les branches qui meurent. Il dit, mais par contre, l'Africain ne doit pas perdre son humanisme, et qui est au fondement même de sa civilisation. Il dit, par exemple, lorsqu'on salue les gens en Afrique, est-ce que tu as dormi avec la paix? Est-ce que tu es en paix? Et il y avait des valeurs fondamentales qui étaient sacrées. Par exemple, on ne manquait jamais à une parole donnée. On préférait mourir que de ne pas... Et il y avait le sens de la solidarité, du partage, le sens de la communauté. Et on était retenu par sa morale, si bien qu'il y a des actes socialement, moralement répréhensibles qu'on ne pouvait pas faire. Mais de nos jours, nous ne sommes ni africains, ni européens, que nous ne saurons jamais l'être. Et on est à cheval entre les deux. Et je pense que c'est ce qui provoque ce mal-être. Il y a un mal-être profond qui emmène les gens à poser des actes d'un autre ordre. Donc c'est pour ça que je salue la tenue de ces salons-là et l'action de ces lingers, de ces femmes engagées, parce que je pense que le devenir du monde est dans les entrailles des femmes. Alors, bon, j'entends que dans votre vie privée, il a quand même réussi à faire passer, il avait donc tiré des conclusions, etc. Il vous a un petit peu éduqué, au fond, à la façon dont il aurait plutôt voulu que vous soyez, avec toute la connaissance que lui avait emmagasinée et qu'il voulait vous transmettre. Est-ce qu'il avait une vision plus mondiale aussi sur le sujet? Ou bien il s'était dit non, restons humbles, restons déjà dans la famille? Ou bien il avait vraiment envie de faire bouger les choses, mais à une manière plus internationale, mondiale? Voilà, Amadou Ampateba, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a cessé d'appartenir à sa famille, à son pays d'origine, son pays d'adoption. Il appartient au monde et au-delà, parce que dans un élan de générosité, il a voulu servir les générations futures que nous sommes. Et donc, c'est pour ça qu'il a recueilli, collecté pour nous cette somme de connaissances, montré qu'on avait des valeurs desquelles on devait être fiers, mais en même temps s'ouvrir aux autres. Donc, dans sa démarche, elle n'est pas seulement personnelle, mais elle est internationale, elle est mondiale dans sa démarche, sa vocation de générosité. Et il s'est lui-même aussi montré en modèle. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée, parce que quand j'ai commencé à lire les œuvres des auteurs africains, j'ai découvert Amadou Ampateba. Il parle de valeurs, de ceci, de cela, et de me rendre compte que dans le champ d'application, parce qu'on avait la double chance de vivre avec lui, de voir que tout ce dont il parle, il n'y a aucun décalage, et c'est exactement qu'il est en réalité. Parce que je voyais quelqu'un qui était très humble,
je n'ai jamais vu se vanter, il avait ce petit bout de bois en cotonnade, qui avait la soif de la connaissance, qui recevait aussi bien les chefs d'État qui venaient, qui se déplaçaient, qu'un seul garagiste, aussi modeste soit-il, que des étudiants qui venaient, des Européens qui arrivaient de partout. Et tout ça faisait partie de ces valeurs-là. Et à travers les conférences qu'il a données, parce qu'aujourd'hui, Ampateba est mort en 1991, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc 27 années, mais en nous léguant un riche patrimoine. En plus des œuvres publiées, on a de nombreux manuscrits d'une valeur scientifique inestimable. Et donc, toute cette somme de connaissances-là, il l'a fait pour l'humanité. Et donc, c'est pour ça que l'humanité, aujourd'hui, lui est reconnaissante. Il n'est pas resté à l'échelle familiale. Et si je reviens à la petite échelle familiale, quel âge est-ce que vous aviez lorsque vous avez eu l'opportunité de lire un de ses écrits? J'avais déjà 11 ans, 10 ans, mais découvrir la portée de son combat, la portée de son combat, ça c'est lorsque j'étais à l'université, lorsque j'ai eu 18 ans. Et ça, j'ai eu cette chance-là grâce à un ami dont je salue la mémoire. C'est un Sénégalais, Mohamed Mbodj, un homme de très grande valeur qui fut mon maître à penser. Parce que j'étais une petite jeune fille un peu insouciante, il s'est approché de moi, il me dit que je viens d'apprendre que vous êtes la fille d'Amadou Ampateba. J'étais très fière, je dis oui. Il dit, mais est-ce que vous connaissez seulement les œuvres de votre père? Il dit, lui, il va léguer quelque chose à la postérité. Et vous, qu'entendez-vous faire? Et il m'a emmené à la bibliothèque, il m'a appris à faire des recherches. J'ai lu les auteurs africains, j'ai lu Ampateba, je l'ai découvert et j'ai plus pu le quitter. Et donc, parce que ce dont il parle, il a vécu, il était lui-même un des derniers grands témoins et on en sort toujours enrichi. Donc Ampateba a restitué à l'Afrique son histoire, il est un passeur d'histoire. Alors justement, je suppose que durant toute sa période où il a écrit, où il a édité, où il a fait des conférences, il y a sûrement des tonnes de documents, de pensées qui sont restés peut-être dans des tiroirs. Est-ce que vous allez gérer ça? Vous allez pouvoir essayer de transmettre ça alors qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire de son vivant? Bon, de dire que les différents chantiers, ils sont un peu connus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Ampateba, l'écrivain, l'historien, le philosophe, l'ethnologue. Parce qu'il se battait aussi pour l'écriture des langues africaines à travers l'ethnologie. Il a dit qu'il a estimé que les devanciers ont fait des grandes guerres, on a eu des grands empires et tout, mais on n'a pas d'écriture unifiée des langues africaines. Et si elles n'étaient pas écrites, elles étaient vouées à leur disparition. Donc à 42 ans, il a entrepris de mettre en place un alphabet Peul. Et cet alphabet-là peut transcrire 6 langues africaines. Et donc la moitié des manuscrits qu'il nous laisse en héritage, il y a une bonne partie qui est traduite en langue Peul. Donc tous les axes, les sentiers sont déjà là. Mais cependant, il importe que nous donnons un second souffle à l'œuvre d'intérêt général que Ampateba laisse à sa postérité. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place une fondation en 2002 dont j'ai la charge. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore une question à poser? Toute petite. Est-ce que vous avez un souhait maintenant encore peut-être? Le souhait que j'ai, Amadou Ampateba a produit. Il nous laisse une œuvre prodigieuse, gigantesque, mais qui est menacée de disparition à travers des manuscrits qui sont dans des conditions de conservation précaires. Il importe que nous nous donnions la main pour que la bibliothèque survive à son engendreur, lui qui a lancé la sonnette d'alarme, qui a recueilli pour l'Afrique et l'humanité un patrimoine. Il importe que nous puissions le mettre en valeur pour à notre tour le transmettre, parce que c'est un pont de l'histoire de l'humanité et du monde qui nous lègue. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai encore 15 secondes. À finir avec une parole qui disait si tu veux être, il ne faut pas paraître, car pour être, il faut connaître. Merci beaucoup.